Donald Trump, le jour de la situation de Nicolás Maduro, si je vous ai dit, il y a deux situations que je vous ai présentées. Que l'Amérique, qui vante ses mérites, ne pouvait pas faire ça à Nicolás Maduro s'il n'y avait pas une trahison interne, ce qui a été avéré. Et pire encore, les États-Unis ont utilisé une arme qui est interdite par la Convention de Vienne, je crois. C'est ça? Ils ont envoyé une arme, ils ont tiré, c'est vrai, mais il y a une autre arme qu'ils ont envoyée. Je crois qu'ils ont développé ça dans le laboratoire secret de la CIA. Ce sont des ondes, c'est des sons que l'arme émet. Et quand l'arme émet les sons, vous commencez à saigner du nez, des yeux et de la bouche. Et puis tout ceci c'est fini pour vous. C'est ce qu'ils ont lancé parce que l'élite qui protégeait Maduro, aussi bien les Vénézuéliens que les Cubains, c'était une unité d'élite du Venezuela et de Cuba. Ils ont été tués. Cette arme-là les a tués. Mais vous voyez, c'est comme si la vie d'un pays du tiers-monde n'a pas d'importance. Un pays qui, eux, qualifie de pauvre. Si Poutine avait utilisé cette arme en Ukraine, vous allez imaginer, on allait vivre, même nous ici, on allait se poser des questions. Si le lendemain, on ne serait pas attaqué aussi. Mais les Américains ont fait comme ils n'ont rien fait. C'est pourquoi, bonsoir à toutes et à tous sur Facebook et YouTube. C'est pourquoi j'invite les uns et les autres. C'est vrai, nos jeunes frères, souvent ils présentent des situations, mais je suis heureux, surtout le jeune Camerounais, là, je ne connais pas trop son nom. Il a commencé, bon, il ne fait pas ce que je lui ai demandé, mais quand même, il s'est beaucoup rattrapé. Le jeune Théa aussi, parce que c'est bon de présenter des faits. Mais faites en sorte que vous présentez des situations, vraiment, il faut que la balance soit bien faite. L'Amérique ne tient aujourd'hui que par sa grande gueule. Je répète, l'Amérique ne tient aujourd'hui que par sa grande gueule. L'Amérique est en faillite. J'avais prédit la faillite de l'Europe. Il y en a qui ont cru, il y en a qui n'ont pas cru. Regardez ce qui se passe en Europe. Vous êtes au témoin, vous qui êtes là-bas. Je n'ai pas besoin de développer ça. L'Amérique est en faillite. Le plan de Trump a échoué à tous les niveaux. Sur le plan militaire, il y a eu la trahison au sein du Venezuela. Ça veut dire que l'Amérique ne pouvait pas lancer cette opération s'il n'y avait pas une complicité interne. Retenez ça. Deuxièmement, l'enlèvement de Maduro et il se proclame comme président intérimaire. Alors, réfléchissons s'il vous plaît. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui par rapport au Venezuela, si vous croyez que ça n'a rien à voir avec l'AES, je vous demande pardon de connectez-vous et puis allez-y faire autre chose avec votre forfait. C'est pas votre place. Si vous croyez que ce que je suis en train de dire de Venezuela, si vous croyez que ce que je vais dire de l'Iran, si vous croyez que ça n'aura aucune répercussion sur l'Afrique à cause de Dieu, ayez pitié de vous-même, déconnectez-vous et puis allez-y faire autre chose avec votre forfait. C'est pas votre place. Quand le Mali a commencé sa souveraineté, le seul qui a eu le courage de dire que tout ce qui va se passer au Mali aura un impact direct par rapport à ce qui se passe déjà en Ukraine. Celui qui a eu le courage de dire ça, c'était moi. Jusqu'à ce que l'Ukraine affirme avoir participé à la frappe de Tizawaten. On m'appelle pour dire, et pourtant tu avais dit, j'ai dit, c'est maintenant que vous comprenez ça. Mais pourtant, quand j'avais annoncé ça, c'était deux ans et demi avant l'attaque de Tizawaten. À peu près 3 ans avant l'attaque de Tizawaten. Donc, ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Venezuela et en Iran, si vous pensez que nous ne sommes pas concernés, vous n'avez rien compris. Et c'est ça qui me fait mal à ce moment. Quand vous rentrez sur les plateformes médiatiques, autant pour moi, en Europe, en Russie, en Chine, en Iran, en Israël, partout, tout le monde parle. Mais venez chez nous. Vous ne verrez même pas une télévision chez nous à parler. Quand je vais parler, on va dire, ah, tu as atteinte au crédit de l'État. Et ça, c'est un mot que les gens adorent, atteinte au crédit de l'État. Alors, comme je ne veux pas attaquer le crédit de l'État, je ne vais rien dire. Sinon, comment on peut regarder ça et puis se taire? Comment on peut regarder ça et ne pas interpeller le ministre? Comment on peut regarder ça et ne pas interpeller les directeurs de notre télévision nationale? Leur poser la question. Vous êtes sur une autre planète ou bien vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous ne voyez pas ce qui se passe? Parce que si vous croyez que ce qui se passe là-bas ne nous implique à rien, à cause de Dieu, déconnectez-vous, allez faire quelque chose de bien avec votre argent.
Ça me fait mal. Même si je dis je ne suis pas intéressé par un poste officiel, c'est vrai, et Dieu est témoin, wallahi billahi. Mais ça me fait mal de voir ça. Cette incapacité de réagir, ça me fait mal. Je voudrais dire merci infiniment au Burkina Faso qui a compris la nécessité d'éliminer certains ministères. Les ministères pléthoriques que nous avons, et puis le Burkina a commencé à donner de nouvelles appellations aux ministères. C'est par là que commence la souveraineté. Changer les noms des ministères. Donc on doit avoir les mêmes ministères que le petit bloc que nous combattons. Ministère de la jeunesse, c'est pourquoi faire le ministère de la jeunesse, c'est pourquoi. Ministère de la communication, c'est pourquoi. Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas à quoi ça sert. Il faut changer. Il faut adapter, parce que quand nous disons que nous voulons notre souveraineté, le petit blanc idiot que je connais, j'ai fréquenté, les petits idiots qui s'asseyaient devant moi et puis je leur parlais, je les enseignais, et ça je le dis avec fierté. Mais en même temps, je regarde de l'autre côté ces petits idiots à qui je donnais des informations, et puis ils nous regardent. Mais malgré tout ça, vous faites la copie de ce que vous a dit de faire. Est-ce que c'est faux? Vous n'avez qu'à regarder nos ministères. Pourquoi je pose la question? Si la souveraineté, est-ce qu'on a besoin de la souveraineté? C'est une rupture totale. C'est pourquoi je voudrais dire infiniment merci au Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko. Mais j'ai bien peur. Quand le FMI va mettre la pression sur Macron, Macron va mettre la pression sur Diomaye, Sonko risque d'avoir de sérieux problèmes. Je ne sais pas si ça va marcher. Quand j'ai dit qu'Alassane Ouattara était un menteur et manipulateur, c'est comme ça que Keïta fait. Hein? Lui, il prend tout, il mélange, il arrange, et puis chacun reçoit. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que je quitte ici, je viens, mais tout est harmonisé. Il n'y a pas de... Tout est harmonisé. Alassane Ouattara est le plus gros voleur de toute l'histoire, un manipulateur et un corrompu. J'ai dit toujours en Côte d'Ivoire que les chiffres qui sont donnés par le gouvernement ivoirien, Ouattara préfère mourir au pouvoir que de laisser la vérité éclater sur les chiffres de la dette ivoirienne. Les chiffres sont maquillés. Après le départ de Macky Sall, la vérité est sortie. Mais qui appuyait le mensonge de Macky Sall? C'était le FMI et la Banque mondiale qui venaient féliciter Macky Sall. Mais aujourd'hui que Macky Sall n'est pas là, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Parce que l'homme que Macky Sall avait présenté, qui a perdu les élections, le FMI dit il va poser au Sénégal, on va imposer un ajustement structurel au Sénégal, parce que la dette est insoutenable par le Sénégal. Mais c'est le même FMI qui partait toujours applaudir Macky Sall pour dire qu'il travaillait bien, que la dette était correcte. Il a fallu qu'un audit interne et externe soit fait pour que la vérité éclate. Les chiffres ont été maquillés. La dette était 3 fois plus élevée que ce que Macky Sall a déclaré, avec la complicité du FMI. Maintenant, le même FMI vient et dit au Sénégal, on va vous mettre sur ajustement structurel. C'est pourquoi je dis, Ivoiriens, détestez-moi, haïssez-moi, priez Dieu. La Côte d'Ivoire, la facture sera plus salée que le Sénégal. Il faut, je le dis, je le répète, la facture ivoirienne sera plus salée que la facture sénégalaise. Macky, c'est vrai que Macky a menti, il a maquillé les chiffres. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une exagération, une aberration morale et politique. Et jusque-là, personne, tout le monde se limite aux chiffres que Ouattara donne. Quand j'avais commencé à donner les premiers chiffres, on m'a traité de menteur. Quelques mois après, les chiffres que j'ai donnés ont été confirmés par le gouvernement. Après, j'ai donné un deuxième chiffre. J'ai dit, on n'est même plus là-bas, on a dépassé ça il y a longtemps. Le deuxième chiffre que j'ai donné a été confirmé encore par le gouvernement ivoirien. Moi, je ne vais même plus donner un troisième chiffre. Parce que ce que je vais dire là même sera faux. Aujourd'hui, là, tant que ceux-là ne quittent pas le pouvoir pour faire l'audit, personne ne pourra vous dire avec certitude et exactitude ce que la Côte d'Ivoire doit. Et le FMI va frapper. Faites-moi confiance. Le FMI va frapper. Pourquoi Ouattara est obligé de prendre crédit pour payer crédit? Pourquoi Ouattara prend crédit pour payer crédit? Pourquoi il prend dette pour payer dette? Parce que les pays de l'AES ont mis un coup de frein sur les ports d'Abidjan, de Dakar. Quand Macky Sall soutenait les idioties de la CEDEAO, Macky Sall a oublié que c'est le port de Dakar qui payait la dette. Mais nous, on n'est plus partis là-bas. Quand Ouattara, avec son œil tordu qui est en train de se coucher sur son nez aplati qui devient ouvert là, avec son ventre bombé, il marche, on dirait quelqu'un de Milan. Qu'est-ce que vous croyez? La dette à la Côte d'Ivoire ne peut pas payer, il ne faut pas se blaguer. Vous voulez comparer les États-Unis à la Côte d'Ivoire, c'est le monde qui paye la dette américaine. Parce que le dollar
est la monnaie d'échange. Quand on dit le stock de ceci, le stock de cela, c'est en dollars que c'est chiffré, c'est pas en francs CFA. Quand on ment aux Ivoiriens, et puis bêtement, même des gens qui se disent professeurs d'université viennent ouvrir la sale gueule sur les plateaux pour dire n'importe quoi. J'ai dit, tu as pris tes études d'économie là-haut. La Côte d'Ivoire n'est même pas semi-industrialisée. La Côte d'Ivoire n'est même pas semi-industrialisée pour pouvoir payer sa dette par rapport au PIB. Voilà les planteurs là. Ils n'ont pas vendu café cacao. Ils doivent nourrir leur famille. Ils vont nourrir ça avec quoi? Au lieu de ça, on commence une guerre de clans au sein du RHDP. Celui qui n'est pas RHDP, ben, lui-même, il a été déposé, c'est ça le bon français? Adama Bitogo, c'est Patrick Hachi. Je vais vous dire, le jour où, merci à Chris Yapi qui a disparu, j'espère qu'ils n'ont pas empoisonné Chris Yapi ou bien ils n'ont pas arrêté Chris Yapi. Parce qu'en fait, de Chris Yapi, c'est devenu compliqué, mais on ne sait plus où il est. Le jour où Patrick Hachi a parlé, vous vous rappelez du jour? Est-ce que vous vous souvenez? D'accord. Le lancement de la campagne présidentielle d'Alassane Ouattara. Qu'est-ce que Patrick Hachi n'a pas dit de Téné Brahima? N'est-ce pas Patrick Hachi qui a dit devant le monde et à Alassane Ouattara, le seul remplaçant de Ouattara, c'est Téné Brahima. Patrick Hachi, c'est les Atis, je les connais. J'ai un homme qui est marié à une femme Atis. C'est les Atis qui m'ont amené à aimer d'abord mon quartier. Nous, on vit au milieu des Atis. On a grandi avec les Atis. Je suis allé à l'école avec les Atis, à l'école primaire. Je suis allé au lycée avec les Atis, au lycée moderne d'Azopé. D'accord? Après, je suis allé avec les Abais. J'ai connu un peu les Koulango, les Djimini. Hein? Puis bon, les Adjoukro, évidemment, je connais parce que c'est le sud de la Côte d'Ivoire. Après, j'étais avec les Baoulés, les alliés du côté d'Annie Milokro, les Baoulés, Tumoudi, Yamsokro. Non, je connais un peu quand même. Les gourous, oui, j'avais des amis, j'ai plein d'amis gourous. Abel, de Saint-Robert, tout ça, Guéry, tout ça. Mais alors, les Atiers, ce que je vois avec Patrick Hachi là, je n'ai pas vu ça avec les Atiers. Je ne connais pas un Atier qui fait ce que Patrick Hachi fait. Patrick Hachi, il vient d'Azopé. Il était, je crois, directeur de TP, dans le public, là, de ceux. Je connais Patrick Hachi. Allez-y, regardez la maison de Patrick Hachi à Zopé. Patrick Hachi, c'est un traître. Mais j'ai compris que Patrick Hachi, il est plus malin que tous les autres Atiers. C'est son vote, il regarde. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. C'est pour servir des intérêts. Je vais vous dire pourquoi Patrick Hachi, et puis on va revenir rapidement à l'Iran. Je vais vous dire pourquoi Patrick Hachi a été porté à l'Assemblée nationale. Adama Bitogo devenait très gênant pour le régime d'Alassane Ouattara. Adama Bitogo devait celui qui devait pousser Téné Brahima dans le fauteuil présidentiel. Adama Bitogo est celui qui devait être béni oui, béni non de photocopie. C'est Adama Bitogo qui devait être le gardien de la maison de photocopie. C'est Adama Bitogo qui devait laver la chaussure de photocopie. C'est Adama Bitogo. Patrick Hachi, en tant que bon petit traître qu'il est, Patrick Hachi va se coucher même et demander à photocopie même de s'asseoir sur lui. Il peut même dire à photocopie de mettre son pied sur lui, il va se coucher en bas et faire comment mettre ses pieds sur lui. Patrick Hachi est capable de faire ça. Tellement il est matérialiste. Adama Bitogo, pour avoir osé penser au fauteuil présidentiel, il a perdu Sinédaï, sa compagnie là. Il est en train de tout perdre. Et il a perdu le levier qui lui restait. L'Assemblée nationale. Si Ouattara a pitié de lui, il va lui dire de se présenter en tant que maire à Yopougon. Il va rester simple petit député à l'Assemblée nationale. Il n'est plus le président de l'Assemblée nationale. En général, quand tu n'es plus président de l'Assemblée nationale, il faut y avoir une façon de remercier les gens. Ainsi que Bédier. Il vous nommait à un poste à la présidence d'une institution de la République. Parce que quitter la présidence, c'est une sorte d'humiliation. Et Adama Bitogo est en train d'être humilié. Rappelez-vous de ce qu'il a fait de Sorogium. C'est comment il a rendu la vie de Sorogium insupportable. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, attention, la vie a une façon de rendre justice. La vie a une façon extraordinaire de rendre justice. Adama Bitogo n'a pas compris. Adama Bitogo est sorti, il a gueulé, il a hurlé. Je pense que tous les jeunes gens qui se disent politiciens aujourd'hui,
doivent apprendre la leçon que Ouattara est en train de donner aux Ivoiriens. Parce que ce que Ouattara fait au fond, il n'a jamais fait ça. Cela me rappelle l'ancien président de l'Africa Sport National, Simplice DBC Zensou, M. Zensou. Je prononce son nom avec respect. Je prononce son nom avec considération. Simplice Zensou fait partie des hommes d'affaires en Côte d'Ivoire qui m'ont façonné, ou du moins qui ont façonné ma vision du monde des affaires. Patrice, j'ai pas de Simplice Zensou.